Pouvez-vous nous présenter votre dernier livre paru chez Noir sur Blanc, La tête de Lénine? C'est une sorte d'anecdote déployée. Un voleur de qualité renommé moscovite pénètre dans le mausolée. Il a une idée de voler justement la tête de Lénine pour le vendre à l'étranger, plutôt aux Américains, je pense. Et voilà, elle réussit et ça provoque un tumulte d'envergure d'État soviétique de 1970. Alors, c'est presque une guerre civile qui est déclenchée, en tout cas une sorte de révolte des populations. Et tout ce qu'il y a à ça, c'est une satire politique, si on peut le dire. Donc, l'idée de cette satire était d'attaquer l'idole du régime soviétique qui était Lénine, l'idole fondateur. Ça a été si bien réussi que la tête de Lénine a contribué à faire un petit peu vaciller l'Empire sur ses bases. C'est difficile à estimer le degré d'inquiétude et l'inquiétude du pouvoir, mais c'est vrai qu'à un certain moment, l'ouvrage est devenu très connu et très recherché par la police. Mais ils n'ont pas réussi de trouver l'auteur. Puisque j'ai pris des précautions, il y avait des arrestations bien avant des écrivains qui passaient leurs ouvrages à l'étranger. Et c'était une expérience précieuse dont je me suis servi. Vous avez quitté la Russie dans quelles circonstances? En 1975, j'étais sur l'enquête du KGB pour une autre raison, pour la raison du samizdat en général. Pour vous dire en deux mots, le samizdat, c'est la production des textes, souvent sur une machine à écrire mécanique de l'époque, mais aussi par moyen de photographie, et le système qui n'était pas contrôlable par l'État. C'est très agréable, ces bruits de vagues, ça rend notre conversation tout à fait différente, n'est-ce pas? Ça donne une résonance. Absolument. Je pense que ça doit résonner jusqu'aux oreilles de Moscou. La vie paisible fait des bruits dans mon dos. Dans l'introduction que vous venez de rédiger à La tête de Lénine, vous êtes très mordant envers le pouvoir russe actuel. Mordant, je ne sais pas, plutôt sincère. Puisque vous savez, est-ce que c'est un problème très grave de la transformation de l'Union soviétique. C'est un empire qui s'est créé en 1917, il y a 100 ans carrément, et un empire terroriste, un empire d'espionnage qui pouvait vivre. Il a vécu plus que 70 ans et finalement cet empire se suicide en 1991. Vous connaissez l'événement, c'était donc Gorbatchev qui a annoncé que l'Empire soviétique, l'Union soviétique, était dissoute. Et ça, c'était incroyable, c'était un phénomène qu'on n'a jamais vu avant. Seulement, et on pourrait bien sûr se réjouir, et les gens étaient heureux, seulement le matériel, le peuple russe, était sorti de cette expérience de l'Empire soviétique mutilé, malade, perverti. Et nous avons maintenant un peuple malade, souffrant, et la société aussi, complètement manipulée par la télévision. C'est vraiment un délire d'État que nous vivons. Seulement, ce délire n'a plus cette puissance atomique, cette énorme armée, cette énorme préparation pour la guerre. Finalement, la statue de Lénine, il me semble, elle est détruite ou elle est déplacée. Et bon, la Lettonie est devenue un pays libre. Et l'humour, c'est la principale arme contre des pouvoirs politiques très durs? L'humour ou le sarcasme aussi. Sarcasme, bien sûr. Thomas Mann a dit une fois que l'ironie, c'est la haine qui s'amuse. Et voilà, c'était ça. La foi orthodoxe aussi est une manière de résistance? Écoutez, il y en avait des gens qui puisaient sa force dans la foi orthodoxe,
comme par exemple Alexandre Mène, si vous connaissez, c'est un prêtre assassiné en 89 par le KGB, il faut le dire. Donc c'était un véritable croyant. Quant à moi, j'ai reçu la foi chrétienne beaucoup plus tard, déjà vivant à l'Ouest, en 1982. Dans quelles circonstances? Les circonstances difficiles à dire si c'était lié avec ma conversion. Je ne peux que vous donner la date, le jour, c'était au mois d'avril 82, en Allemagne d'ailleurs, sous des pommiers en fleurs. Où vivez-vous aujourd'hui? À Paris, dans le 10e arrondissement. Et c'est un peu symbolique, mon appartement se trouve dans un immeuble, place Colonel Fabian. Donc c'est le Parti communiste français qui est derrière, le comité central, avec ces fameux immeubles de Niemeyer. Et voilà. Le micro. Il y a donc Parti communiste, le comité central qui est derrière, à côté du métro. Quand je sors du métro, je vois mon passé. Mais dans ma fenêtre de mon appartement, je vois le Sacré-Cœur. Et ça, c'est tout à fait une autre chose, c'est l'avenir. C'était une grotte dans les carrières abandonnées, où j'ai passé 6 ans pour expérimenter, si vous voulez, l'ascèse chrétienne, la foi chrétienne. Il y a un livre qui est consacré à ça, La conversion, édité par Noir sur Blanc. Il y a encore un autre, La zone de réponse, édité par la même maison. Où serez-vous dans 10 ans? Voilà une question de détail. Hein? Qu'est-ce que je peux m'imaginer? Alors, quel âge j'aurai? Écoutez, si dans 10 ans je suis encore intéressé par la littérature, je serai heureux. Ce qui me gêne dans le monde, c'est un peu l'attitude légère de l'Occident par rapport au destin de la Russie. C'est vraiment une situation très difficile, le cas est unique et je pense que si on laisse la Russie vivre comme elle vit maintenant, sous l'égide de l'ancien colonel du KGB, dirigé et commandé par les KGBistes, très très vite on aura un problème d'une taille mondiale. Donc il faut s'en occuper maintenant. C'est vrai que le monde fait quelque chose. Il a introduit des sanctions pour essayer de contrôler, de maîtriser un tout petit peu le pouvoir en place, en Russie, à Moscou, mais ce n'est pas assez efficace. Il faut y réfléchir vraiment. Et il y a des gens, des spécialistes, notamment en France, qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas invités pour parler des choses importantes. Par exemple, Nicolas Hénan, qui s'écrit avec H, Hénan, ou encore un livre très récent de Cécile Vessier. C'est un professeur à l'université de Nantes, ou encore Thierry Volton, qui vient de publier une énorme 3 volumes de l'histoire du communisme. Oui, il avait écrit le livre noir du communisme, c'est ça? Il était participant dans cet ouvrage, mais maintenant, il a préparé cette histoire à lui seul. Et c'est un ouvrage vraiment encyclopédique. Que peuvent faire les hommes politiques occidentaux face à un capitalisme de sauvages, corrompus et mafiosi? Ils pourraient faire beaucoup de choses. Pour l'instant, je suis frappé par la myopie politique des politiciens occidentaux. Ils ne savent pas les choses qui existent, qui sont décrites sur l'Internet même, dans les livres. Ils vivent comme dans un grand monoprix du monde, où ils peuvent acheter n'importe quel produit politique, mais ce n'est pas vrai. C'est vraiment une sorte de tissu qui s'est produit en ce moment-là, qui sera basé sur les finances, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Il faut comprendre d'abord ce qui se passe. Vous n'avez pas peur de décrire le régime russe comme corrompu et mafioso? Vous savez, il y a des gens tellement braves en Russie. Il y a 2 semaines, il y a 10 jours, il y avait une manifestation à Moscou, présidée, ou si vous voulez, déclenchée par Alexei Navalny,
Et bien sûr, c'est un homme tellement courageux, il s'est proposé un sacrifice, lui, carrément. Je ne sais pas qu'est-ce que peut retenir le pouvoir pour ne pas tenter à sa vie. Donc vous voyez, face à tel courage, mes petites paroles, c'est rien du tout finalement.